La cathédrale, eh bien aujourd'hui, est au cœur d'une querelle de vitraux qui n'en finit plus, André. Et la polémique ne cesse d'enfler, surtout depuis l'annonce, le 18 décembre dernier, du nom de l'artiste qui va réaliser les 6 verrières contemporaines qui devraient donc remplacer les fameux vitraux de Viollet-le-Duc, André. Oui, puis d'abord il faut se rappeler le drame. Il faut se rappeler le drame qui a vraiment bouleversé le monde entier. Il faut le dire. Quand on a vu les flammes. Moi, je me rappelle toujours. Je vais vous dire, j'ai un souvenir personnel. Les flammes dévoraient Notre-Dame avec la chute de la flèche. Et je dois dire que je me rappelle sur une chaîne de télévision, le lendemain même, j'étais avec l'architecte en chef pendant 15 ans, Benjamin Mouton, en chef de Notre-Dame de Paris. Il était défait. Il ne comprenait pas, il était défait. On l'a plus entendu après, mais je me rappelle qu'on avait parlé de ça pendant 2 heures et qu'on était tous, enfin ça, je suis l'un le seul, mais il faut rappeler ce que ça a été quand même, à la fois symboliquement, à la fois physiquement, ce que ça a été Notre-Dame de Paris. Et 5 ans après, voilà, la résurrection, on se rappelle l'immense fête à la fois mondaine, géopolitique et autre, avec Trump, Musk et tous les hiérarques qui étaient là pour la réouverture, je ne dirais pas la résurrection, bien sûr, de Notre-Dame de Paris. Et puis, Céline, effectivement, cette querelle des vitraux. Effectivement, les vitraux de Notre-Dame, c'est là, mais il y a eu, et il y a encore et plus que jamais, cette querelle. Quelle est-elle ? Eh oui, quelle est-elle ? On va en parler dans un instant sur Sud Radio avec nos invités. Et cette querelle, André Berkoff, ce qui est fascinant, c'est qu'elle rappelle une querelle de clocher au sens littéral du terme, qui date, elle, des années 30 et qui a duré 30 ans. Actuellement, une très belle exposition qui a lieu à la Cité du Vitrail de Troyes raconte cette histoire. On va en parler aussi dans un instant sur Sud Radio, alors restez avec nous. On revient après cette petite pause. La Notre-Dame de Paris sur Sud Radio. Aujourd'hui, eh bien, la cathédrale, André Berkoff, est au cœur d'une polémique et pour en parler, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir Didier Rickner, fondateur et directeur de la rédaction du site internet La Tribune de l'Art, et Julien Lacaze, président de Sites et Documents. C'est la plus ancienne la plus ancienne association de défense du patrimoine. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors Didier Rickner, le 10 décembre 2023, vous aviez lancé une pétition pour la sauvegarde des vitraux de Viollet-le-Duc. Aujourd'hui, plus de 12 mois après, eh bien, elle est toujours en cours et vous avez à ce jour donc recueilli plus de 271 000 signatures. À l'époque, rappelez-nous ce qui vous avait poussé à lancer cette pétition. Ce qui m'avait poussé à lancer cette pétition, c'était l'absurdité de l'annonce d'Emmanuel Macron qui, comme cela, dit « J'ai décidé, parce que l'archevêque me le demande, de remplacer les vitraux de 6 des 7 chapelles du bas-côté sud de Viollet-le-Duc par des vitraux contemporains. » Alors, on aura l'occasion de le dire, et je pense que Julien Lacaze est sur la même longueur d'onde que moi, nous ne sommes pas opposés aux vitraux contemporains. Il y en a de très beaux qui viennent d'être inaugurés il y a quelques semaines, quelques mois, à Chartres par exemple, également à Saint-Sernin à Toulouse. Mais remplacer des vitraux qui sont classés monuments historiques, qui n'ont pas été abîmés par le feu, qui ont même été restaurés avec l'argent des donateurs à Notre-Dame de Paris, c'est quelque chose de totalement absurde et qui va contre toutes les règles et toutes les lois concernant le patrimoine. Oui. Mais juste Didier Rickner, moi j'ai une question. Est-ce que ça a été, à votre avis, enfin sans sonder le cœur et l'âme des personnes, ça a été une décision en fait Macron ou une décision, vous dites c'est l'évêque qui m'a demandé. À votre avis, c'est parti de qui ? C'est pas mon avis. Ça a été révélé, c'était d'ailleurs en direct au moment où ça a été demandé par Emmanuel Macron. J'ai été sur un plateau de télévision avec Bernadette Sauvager, notre consoeur de Libération, qui là a expliqué que c'était Emmanuel Macron qui avait fait demander à l'archevêque de lui envoyer un courrier pour demander le remplacement des vitraux. J'ai pu, moi, de mon côté, vous le savez que j'ai des sources au ministère de la Culture, je connais bien tout cela, et j'ai pu confirmer cela. C'est-à-dire que, effectivement, l'archevêché souhaite depuis longtemps mettre des vitraux contemporains dans Notre-Dame de Paris. C'était même le cas juste après l'incendie, et à cette époque-là, le ministère de la Culture a dit non, c'est pas possible, pour toutes les raisons que j'explique. Oui, à l'époque, c'était Roselyne Bachelot, faut le préciser. C'était Roselyne Bachelot, tout à fait. Mais c'est le ministère de la Culture. Je pense qu'il y a une continuité de l'État, que le ministère de la Culture aujourd'hui est normalement le même que celui d'hier. En tout cas, c'était sous Emmanuel Macron.
Et cette impossibilité est devenue possible. Pourquoi ? Parce que Emmanuel Macron veut marquer son septennat, il voulait le faire avec la flèche, il n'a pas pu le faire finalement, et donc il veut ces vitraux contemporains. Et comme il sait que l'archevêque de Paris, qui n'est pas un ami du patrimoine, j'ai eu l'occasion de le dire, on en reparlera peut-être plus tard, Monseigneur Ulrich. Monseigneur Ulrich, Ouais. voilà, Monseigneur Ulrich, était pour cela, et qu'il ne voulait pas apparaître comme étant à l'origine de la décision, il a fait demander à Monseigneur Ulrich de lui poser la question. Mais sauf que Monseigneur Ulrich n'a aucun pouvoir de décision là-dessus, même le président de la République, c'est pas dans ses prérogatives. Le ministère de la Culture fait ce que lui demande le président de la République. Voilà. Alors Julien Lacaze, dès le lancement de cette pétition, vous l'avez parrainé. Pour quelle raison ? Alors nous, on l'a parrainé d'abord pour empêcher ce remplacement des vitraux. Ce qu'il faut dire en préambule, c'est que ce changement de vitraux ne peut pas se faire sans consentement de l'affectataire, parce qu'il y a tout un programme iconographique et il faut que ce soit compatible avec la façon actuelle d'exercer le culte, et sans évidemment le consentement de l'État qui est propriétaire de la cathédrale. L'affectataire étant ? L'affectataire, c'est le clergé. Le clergé, on est bien d'accord. Mais l'État est aussi propriétaire de la cathédrale et autorité de tutelle des monuments historiques. Donc de toute façon, il faut l'accord de l'un et de l'autre. Après, la question de savoir d'où ça vient, très probablement ça vient d'Emmanuel Macron qui a demandé au clergé de faire cette demande, mais de toute façon, le clergé devait nécessairement y consentir, puisqu'il y a un problème de programme iconographique qui doit être compatible avec l'exercice du culte actuel. Oui, et vous surtout, si vous avez parrainé cette pétition, c'est surtout, comme vous le dites, faire rentrer le 19e par la grande porte du patrimoine. Exactement, ouais. auprès du grand public, c'est-à-dire que c'est déjà acquis auprès de l'opinion savante depuis les années, je dirais, 80. On sait que Eugène Viollet-le-Duc est un grand créateur. L'opinion publique, c'était un peu plus indécis. On se posait vraiment la question, est-ce qu'aujourd'hui les Français aiment Eugène Viollet-le-Duc et aiment le 19e siècle. Est-ce qu'ils le connaissent d'abord ? Est-ce qu'ils le connaissent ? On peut se poser la question. Et donc, cette pétition est très claire, il n'y a aucune confusion, on explique bien, ce sont des vitraux du 19e siècle. Et la grande surprise, ça a été ce nombre de signatures absolument extraordinaire. Et donc, on peut dire qu'aujourd'hui, le 19e siècle est vraiment admis, en tous les cas par le grand public, comme faisant partie intégrante de notre patrimoine. Oui, en revanche, il y a un réel désamour, et vous le soulevez avec force, de certains politiques et certains ecclésiastiques. Comment vous l'expliquez, ce désamour du 19e ? Alors, ce désamour, on le voit quand on dit aujourd'hui, c'est toujours une expression, quand on dit « c'est du Viollet-le-Duc ». C'est du Viollet-le-Duc, ça veut dire c'est une copie en fait, c'est quelque chose, c'est du faux Moyen-Âge. Donc il y a ce reste en fait d'appréciation assez péjorative, mais en réalité, en étudiant Eugène Viollet-le-Duc, on s'est aperçu qu'il avait une extraordinaire en fait liberté dans son interprétation du Moyen-Âge. Et ce qui est intéressant, c'est cette part d'interprétation. C'est pas un simple copiste, Eugène Viollet-le-Duc. Voilà. Est-ce que ce n'est pas juste un mot et que je pose aussi à Didier Rigner et à vous, Julien Lacaze? Est-ce que ce nombre est d'ailleurs prestigieux et précieux de ces centaines de milliers de signatures? Est-ce que ce n'est pas aussi en disant attendez, Notre-Dame, c'est Notre-Dame, même si ça date de plus longtemps que Viollet-le-Duc, pourquoi voulez-vous ajouter du neuf? Parce que il est là le problème. On n'a rien contre, personne n'a rien contre l'art moderne. Enfin, en tout cas, moi, je serais le dernier à être contre l'art moderne et beaucoup de choses. Mais là, on peut faire une nouvelle église, on peut créer un nouveau lieu de culte, on peut faire quelque chose d'extraordinaire. Et on a tous, vous savez ça mieux que moi, des merveilleuses réalisations. Pourquoi Notre-Dame? Est-ce que c'est ce que disait Didier Rigner, c'est je vais laisser ma trace? Alors, je pense que l'art contemporain, effectivement, a sa place en tout cas, les vitraux contemporains ont leur place dans les monuments historiques, mais il faut simplement une condition toute simple, c'est qu'il n'y ait rien à la place, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus rien. Il y a des cathédrales, il y a des églises, des cathédrales plein qui n'ont plus de vitraux. Et on pourrait très bien faire à cet endroit-là des vitraux contemporains. Le vrai problème par rapport à ce que vous dites, c'est que souvent l'art contemporain, qui n'a parfois pas grand-chose à dire, aime bien s'installer dans un monument historique parce que c'est un peu le syndrome du coucou. Regardez comme je suis beau parce que je suis dans un monument historique. Donc ça doit être fait, quand on le fait, ça doit être fait avec modestie, et puis avec respect pour ce qui existe. Or là, le respect n'existe absolument pas.
Ouais. Oui. Alors aujourd'hui, Julien Lacaze, l'autorisation de travaux pour le projet de vitraux contemporains à Notre-Dame n'a pas encore été délivrée par le préfet de Paris. Quand elle va l'être, si elle l'est, vous, quelles actions comptez-vous mener pour faire annuler donc cette autorisation de travaux ? Oui, donc on a l'impression que tout est joué, mais en réalité c'est simplement un concours. Hein. Mais pour modifier un monument historique, il faut obtenir une autorisation de travaux, qui est l'équivalent du permis de construire en fait pour les monuments ordinaires, donc qui est délivré au nom du ministère de la Culture par le préfet de région. Cette autorisation, pour le moment, n'a pas été donnée, tout simplement parce que le dossier n'a pas encore été constitué de manière précise. On a vu des esquisses en fait de l'artiste, mais il faut qu'elle dise précisément ce qu'elle va faire. Ensuite, il y aura tout un cheminement auprès de la Direction régionale des affaires culturelles qui va instruire le dossier et délivrer ou pas d'ailleurs cette autorisation. Si elle est délivrée, ce qui est probable compte tenu des pressions, même si le préfet de région est libre, hein, c'est une compétence qui lui a été déconcentrée. Mais ce sera difficile qu'il résiste. Il sera difficile pour lui de résister, d'autant que la ministre peut, si le préfet de région faisait la résistance, évoquer le dossier, c'est-à-dire prendre elle-même la décision. Ce qui pourrait oui, c'est ça. La ministre de la Culture peut outrepasser le préfet. Elle peut reprendre son pouvoir. C'est un pouvoir qui a été confié au préfet. Elle peut dire sur ce dossier-là, je le reprends et je prends la décision moi-même. Oui. Mais vous, quels seront vos arguments alors pour mener le combat ? Comment vous pouvez le gagner aujourd'hui, ce combat ? Alors, nos arguments, ils sont assez simples. Les vitraux, en fait, sont classés au titre des monuments historiques. Un bien est classé au titre des monuments historiques lorsque sa conservation s'impose pour des raisons d'art ou d'histoire, lorsqu'il y a un intérêt public en fait à cette conservation. Nous, on considère, et on n'est pas les seuls, hein, l'opinion savante et l'opinion publique aussi, que Eugène Viollet-le-Duc, en fait, c'est la dernière strate en fait de création de cet édifice. Ça fait partie intégrante, en fait, le 19e siècle, de l'intérêt patrimonial de l'édifice. Et donc, on ne peut pas le supprimer parce que sinon on outrepasse en fait les pouvoirs du ministère en matière de modification des monuments historiques. Voilà, on considère que c'est la dernière strate historique et ça on pourra le démontrer à partir des travaux qui ont été faits sur Eugène Viollet-le-Duc, des expositions qui ont eu lieu sur Eugène Viollet-le-Duc. Eugène Viollet-le-Duc aujourd'hui fait partie de notre patrimoine et donc on va demander au juge de reconnaître une erreur en fait dans cette décision, puisque le ministère de la Culture, enfin le préfet de région, lorsqu'il prend cette décision, c'est pas une décision qui est arbitraire, elle doit être fondée sur un certain nombre de considérations, et là c'est l'intérêt d'art et d'histoire. Eugène Viollet-le-Duc a-t-il un intérêt d'art et d'histoire? Didier Rickner, c'est votre avis aussi? C'est parfaitement mon avis. Je rajouterais que parmi les arguments, il y en a plein, hein, il y a celui aussi de la Charte de Venise qui interdit une telle intervention sur un monument protégé, puisqu'on doit respecter la Charte de Venise interdit l'intervention. Justement, qu'est-ce qu'elle prévoit cette Charte de Venise? Alors, elle s'intéresse à la restauration. Alors, on est quand même dans le cadre aussi d'une restauration. Et elle dit que la restauration doit s'interdire quand il n'y a pas d'hypothèse. Quand on sait l'état juste avant la restauration, on doit reconstituer cet état-là. Et là, il n'y a même pas de reconstitution puisque l'état, il existe. Donc, on est même au-delà de la Charte de Venise, qui ne s'impose pas par la loi, mais c'est quand même un engagement international qu'a pris la France, et la France en était même à l'origine. Il est clair que ces vitraux qui veulent être faits viennent casser en fait complètement l'harmonie de l'ensemble. C'est un ensemble, hein, je crois qu'il faut le dire, et c'est aussi un argument. Et puis, le fait que Viollet-le-Duc ait voulu cela comme cela, que Viollet-le-Duc soit classé, tout cela, ça rentre dans un ensemble, en fait. C'est un ensemble. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la cathédrale est un ensemble. Elle a évolué. Maintenant, elle a été classée monument historique en 1865, que tout cela est classé, et que quand on classe un monument historique, c'est pour le conserver comme il est. Sinon, il ne serait pas classé. Oui. Julien Lacaze. Oui, sur la Charte de Venise, les choses sont très claires. On peut même lire l'article 11. Les apports valables de toutes les époques doivent être respectés. L'apport de Viollet-le-Duc est-il un apport valable? Évidemment. Aujourd'hui, il est entré dans l'histoire de l'art de manière incontestable. C'est un apport valable, donc ça doit être respecté. Il y a un autre article, l'article 13 de la Charte de Venise, qui dit que les adjonctions peuvent être tolérées
si elle respecte toutes les parties intéressantes de l'édifice et l'équilibre de sa composition. Et là, c'est ce que disait Didier Rickner. C'est-à-dire que ça a été conçu par Eugène Viollet-le-Duc comme un cycle complet de vitraux avec une progression. On commence par des motifs géométriques, par des grisailles, pour amener le regard vers les vitraux historiés autour du chœur, qui est évidemment la partie la plus prestigieuse de l'édifice. Et là, qu'est-ce qui se passerait ? On aurait sur le bas-côté sud des vitraux contemporains et de l'autre côté des vitraux d'Eugène Viollet-le-Duc. Donc on aurait un édifice bancal. Donc cette idée d'équilibre de la composition n'est évidemment pas respectée. Donc on est contre en fait la charte de Venise en faisant ça. Je rajouterais un argument, c'est que le maître d'ouvrage dans cette opération, c'est l'établissement public pour la restauration de Notre-Dame. Or, dans la loi, l'établissement public est là pour restaurer Notre-Dame. Là, on ne parle pas d'une restauration, on parle d'une évolution, d'un changement, et ça n'est pas du tout, même si on devait faire cela, ce ne serait certainement pas à l'établissement public de le faire. Donc dès le départ, c'est bancal. Oui, restauration devient, je ne dirais pas mutation, mais presque renouvellement, quoi, transformation. Oui, et ce n'est absolument pas prévu par la loi. Donc ce concours est illégal, en fait. Ah oui. Alors, comment vous avez perçu justement la nomination de Claire Tabouret, l'artiste donc qui va être en charge de créer ces vitraux contemporains, Julien Lacaze ? Alors, Claire Tabouret, c'est une artiste qui est tout à fait honorable. Hein. Il y a une certaine cohérence dans son œuvre. Voilà. Après, la question, c'est pas Claire Tabouret, ça aurait pu être Claire Tabouret ou un autre artiste. Quelqu'un d'autre, oui. La question, c'est le respect en fait des créations du passé. Et je pense que Claire Tabouret n'apprécierait pas que dans 150 ans, on démonte son œuvre majeure au nom de l'installation d'une nouvelle œuvre. Il faut en fait ajouter le patrimoine, ça se fait par strate et pas soustraire. Et c'est ce qu'avait fait d'ailleurs, dans une certaine mesure, Eugène Viollet-le-Duc, en respectant le chœur baroque de la cathédrale, qui a été construit par Robert de Côte, qui était le premier architecte de Louis XIV, ce pavage polychrome de marbre avec les arbres de France, les grandes stalles, qui sont un monument de la sculpture du grand siècle, la statuaire de Coustou et de Coisevaux, tout ça a été respecté en fait par Eugène Viollet-le-Duc. Donc on a une base qui est XIIIe siècle, on a des éléments qui sont du tout début du XVIIIe siècle, et puis on a la strate Eugène Viollet-le-Duc qui est du XIXe siècle. On aurait pu avoir une autre strate qui est la strate de notre époque, à condition de le faire, notamment dans les deux beffrois, dans les beffrois nord et sud, dans les tours de la cathédrale, où il y a des vitraux qui sont blancs, qui sont des vitraux du XXe siècle, qui n'ont aucun intérêt, dans lequel on pouvait faire un hommage aux pompiers, et puis aussi un vitrail aussi sur la Pentecôte. C'est le double sens en fait de ces langues de feu. Ça aurait été assez intéressant, d'autant que c'est là que s'est joué en fait le sort de la cathédrale. C'est-à-dire que les pompiers ont empêché en fait la propagation de l'incendie de la charpente de la nef au beffroi, où là ça aurait été une catastrophe parce que les cloches seraient tombées. Voilà. Donc là ça avait du sens. Évidemment, c'est un endroit qui est un petit peu moins prestigieux que la nef. Voilà. Oui. Alors l'artiste propose apparemment de garder le cadre des vitraux de Viollet-le-Duc. Qu'en pensez-vous ? Ça, c'est très... Oui. Didier Rickner. Oui. Non, je pense simplement que ça c'est une hypocrisie extraordinaire. C'est-à-dire que Claire Tabouret propose de rendre hommage à Viollet-le-Duc. Moi, je vois difficilement quelqu'un rendre hommage en cassant ce qu'a fait son prédécesseur. Alors, elle veut refaire, effectivement, quand on voit les esquisses, parce que pour le moment, il n'y a pas de projet définitif, on a l'impression qu'elle refait les dessins derrière et que devant, elle met des personnages. Mais c'est vraiment se fiche du monde, je n'ai pas d'autre terme. Julien Lacaze, quel est votre avis ? Oui, on voit qu'il y a une hésitation, qu'ils sont mal à l'aise, que c'est bancal, qu'on garde effectivement la trame, qu'on reproduit d'ailleurs des vitraux d'Eugène Viollet-le-Duc, et ça nous ramène, mais on en parlera à la fameuse querelle des vitraux. Dans les années 50, on s'était posé la question. On va en parler justement là, maintenant. Exactement, de conserver les vitraux, les grisailles d'Eugène Viollet-le-Duc dans une autre partie de l'édifice, en les enrichissant par des points de couleur. Voilà. On est un peu dans cet ordre-là. Je dirais, où on les garde, où on les garde pas. Mais là, on sent qu'il y a quelque chose. Mais justement, cette querelle du vitraux, moi, je suis allé à Troyes et j'ai vu cette
merveilleuse exposition, on va en parler maintenant avec Céline Alonso, de la querelle des vitraux. C'est à Troyes, et on convie vraiment les auditeurs qui sont à Troyes ou qui sont ailleurs à aller voir. C'est absolument magnifique comme exposition, où il y a eu, et personne ne connaît, ces vitraux fabriqués en 1935-39, qui sont, je ne suis pas expert, mais dont certains sont absolument magnifiques. Et oui, cette querelle a effectivement duré 30 ans, André Berkoff, de 1935 à 1965. On va en parler dans un instant sur Sud Radio avec la conservatrice de la Cité du Vitrail de Troyes. À tout de suite, on revient après cette petite pause. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Il est venu le temps des cathédrales. Et oui, cette sublime chanson sur Notre-Dame de Paris. On va parler maintenant, André Berkoff, d'une très belle exposition qui a lieu à Troyes, à la Cité du Vitrail, jusqu'au 9 mars. Elle s'intitule Notre-Dame, la querelle des vitraux. Et pour en parler, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir Anne-Claire Garbe, qui est conservatrice donc de ce site culturel du département de l'Aube. Bonjour à vous, Anne-Claire. Alors, dites-nous ce que raconte précisément cette exposition. Alors cette exposition raconte eh bien justement cette querelle. Alors le terme de querelle, il a été choisi pas par hasard. C'est qu'en fait il était le titre d'un article de Caroline Piel, qui était une historienne de l'art et qui est la première à avoir travaillé sur cet épisode de commande et refus finalement de vitraux pour Notre-Dame de Paris entre 1935 et 37. Donc cette exposition, elle parle de ce moment très très particulier qui est pour l'histoire de l'art du vitrail un moment assez important, un jalon assez important, et qui commence en fait en 1935 quand plusieurs maîtres verriers parisiens pour la plupart propose de créer des vitraux, alors non pas pour Notre-Dame, mais pour l'exposition internationale des arts et de l'industrie qui va se tenir à Paris en 1937, donc 2 ans après. D'accord. Et l'objectif poursuivi par ces maîtres verriers, c'est de renouveler l'art du vitrail religieux et en tout cas de se faire la vitrine de ce renouvellement que connaît l'art religieux en général et l'art du vitrail en particulier, notamment depuis l'après-Première Guerre mondiale, la fondation des ateliers d'art sacré par Maurice Denis. Voilà, il y a tout un renouvellement très important de l'art religieux et de l'art du vitrail en général. Et donc, ces artistes se disent que cette exposition va être un bon... Ce sont ces artistes qui ont pris cette l'initiative. Oui, exactement. C'est ça qui est tout à fait original. Avec, alors ils sont plusieurs, à leur tête Louis Barillet, qui est un des grands noms de l'art du vitrail du début du XXe siècle. Et donc ils proposent de réaliser ces vitraux. Et puis, comme évidemment, pour eux c'est un engagement financier, humain important. Oui. Ils se disent qu'il est dommage de démonter ces vitraux à la fin de l'exposition universelle et de les remettre dans les ateliers et que plus personne ne les voit. Donc, ils proposent à la commission des monuments historiques d'installer, après l'exposition universelle, ces vitraux dans Notre-Dame, dans la nef et dans les baies hautes de la nef. D'accord. Et donc, alors, dès ce moment, il y a évidemment des hésitations, des questionnements, mais en tout cas, la commission accepte sur le principe le projet. Oui. Et va accompagner les maîtres verriers dans les choix iconographiques, dans la réalisation, notamment pour des questions d'échelle, de cohésion. Donc, par exemple, voilà, on leur demande de bien tenir compte des couleurs, teintes plutôt chaudes pour les verrières qui seraient amenées à être au sud, teintes plutôt froides pour les verrières qui seraient amenées à être au nord. Donc voilà, il y a ce début de travail en commun qui se fait. Il finance aussi la commission. Alors non, au départ, ce sont les verriers qui Ce sont les verriers qui s'autofinancent. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça aussi qu'il est si important pour eux qu'il y ait une pérennisation en fait à cette création. Normal. Alors quand la querelle a éclaté précisément ?
Alors, les vitraux sont réalisés, ils sont posés dans le pavillon pontifical de l'exposition internationale, donc pavillon financé par le Vatican, et ils vont être démontés du pavillon à la fin de l'exposition, alors sachant que ce pavillon va rester un peu plus longtemps. Bref, en décembre 1938, les vitraux sont installés dans Notre-Dame. Certains vitraux sont installés dans Notre-Dame, pas tous, pas les 12, puisqu'il y a 12 fenêtres à orner, 12 ateliers. Et donc, les vitraux vont être installés, et c'est là que, la contradiction va commencer à s'exprimer. Alors, essentiellement par voie de presse interposée, avec les tenants, enfin les pour et les contre. Donc, ceux qui, à l'image du cardinal Verdier, par exemple. Quels étaient les arguments justement pour alors ? Alors, les arguments pour, ils sont essentiellement de dire que, l'édifice religieux, alors ça c'est le cardinal Verdier qui le dit, n'est pas un tombeau ni un musée et qu'il doit accueillir l'art contemporain. Ça, c'est l'argument principal de dire qu'il faut faire rentrer l'art contemporain dans un monument historique et dans un monument religieux. Les arguments contre, portés notamment par le vice-président de la commission des monuments historiques, Gabriel Ruprecht-Robert, sont de dire que d'abord, il ne faut pas faire n'importe quoi, ne pas laisser une esthétique, enfin ne pas laisser se développer une esthétique qui ne serait pas en cohérence avec le reste de l'édifice, et puis surtout la peur que cela crée un précédent. Parce que l'entrée de la création, en tout cas de vitraux contemporains dans un édifice ancien, n'est pas du tout quelque chose d'usuel comme ça peut l'être aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 1935, l'art contemporain n'était pas encore entré dans les églises ? En tout cas, pas dans les églises préexistantes, anciennes. Évidemment qu'il existe des créations contemporaines, mais dans des édifices qui sont eux-mêmes contemporains. Et en fait, la première série de vitraux contemporains qui entrent dans un édifice ancien, c'est une création pour l'église des Brézeux dans le Doubs. C'est une petite église rurale et on est en 1952. Donc, bien plus tard. Juste un moment, je voudrais demander à Didier Rickner, est-ce que vous voyez des parallélismes avec ce qui se passe aujourd'hui ? Alors, je dois avouer que quand j'ai lancé la pétition, je ne me rappelais pas du tout cette histoire, donc c'est vraiment indépendamment. Je voudrais quand même corriger ce que vous venez de dire, madame. C'est que les vitraux contemporains dans les églises anciennes, il y en a eu plein après la Première Guerre mondiale. Après les destructions de la Première Guerre mondiale, il y a eu il y en a eu quand même, il me semble. Et surtout, le problème, c'est que là, on voit bien des artistes, Louis Barillet par exemple, qui est un très bon artiste art déco, qui ne respecte pas donc ce qu'il y avait avant. Et surtout, je voudrais dire que l'argument principal donc que vous citez, effectivement, qui est celui, ils disent que les églises doivent évoluer, etc. Ça, c'est un des arguments qu'on entend aujourd'hui. Et cet argument ne tient pas puisque la cathédrale était classée monument historique à l'époque, comme elle l'est aujourd'hui, et que l'évolution est d'une certaine manière doit être freinée très fortement par le classement monument historique. C'est la querelle des anciens et des modernes, dis donc, Julien Lacaze. Julien Lacaze. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que le contexte n'était pas du tout le même. On était donc dans les années 30. Les vitraux de Jeanne Viollet-le-Duc avaient 60 ans. On n'avait pas ce recul qu'on a aujourd'hui. Et le basculement, la prise de conscience et l'intégration de Jeanne Viollet-le-Duc à notre patrimoine, ça date des années 1980. Il y a eu une grande expo au Grand Palais en 1979. C'était l'expo du centenaire de sa mort avec un magnifique catalogue. Et là, on a pris conscience que Jeanne Viollet-le-Duc n'était pas simplement un restaurateur, que c'était un très grand créateur. Et c'est vraiment, il y a cette date des années 80 très importante parce que la commission des monuments historiques, à l'époque, décide aussi de dérestaurer la basilique Saint-Cernin de Toulouse, c'est-à-dire d'enlever les apports de Jeanne Viollet-le-Duc, ce qui est quelque chose que nous ne referions plus aujourd'hui. On considère que le 19e siècle fait partie de l'histoire de l'édifice et que finalement, en retirant, comme on l'a fait à Saint-Cernin de Toulouse, cet état du 19e siècle, eh bien, on ne recrée pas un état médiéval. En fait, on crée un état du 21e siècle qui est un pastiche du Moyen-Âge. Donc voilà, c'était les années 30. Aujourd'hui, on a redécouvert en quelque sorte Viollet-le-Duc. Donc,
les choses peuvent s'expliquer à l'époque, elles s'expliquent beaucoup moins aujourd'hui. Oui, mais Anne-Claire Garbe, je voudrais juste revenir à vous. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que, je ne sais pas, encore une fois, moi j'ai un avis d'amateur mais est-ce que vous ne pensez pas que justement ces vitraux que j'ai vus à Troyes, j'y étais il y a 1 mois et demi, 2 mois, et que j'ai apprécié cette exposition, je recommande, je l'ai dit, d'y aller. Est-ce qui n'avaient pas aussi peut-être leur place, est-ce qu'il n'aurait pas été intéressant aujourd'hui, c'est pour ça que j'essaye non pas de faire un parallélisme forcé, mais de dire ça aurait été intéressant, pourquoi Emmanuel Macron et tous les gens autour de lui de la commission n'ont pas essayé d'aller à Troyes, de voir un peu cela, et d'au lieu de demander à par exemple à Madame Tabouret ou autre, de montrer ce qui a été fait. Alors, pourquoi ça n'a pas été fait, ça c'est absolument pas à moi de le dire. Non, bien sûr. D'ailleurs, je ne suis pas du tout dans la confidence des non, choix. Je comprends. Je ne sais pas, mais je ne crois pas. Mais certainement que Monsieur Richner, Monsieur Lacaze auront peut-être une réponse, mais je ne crois pas qu'il ait jamais été question de ressortir ces vitraux pour les installer à Notre-Dame là après l'incendie. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les vitraux que nous exposons aujourd'hui à la Cité du Vitrail, c'était des vitraux qui n'étaient pas finis. C'est-à-dire que dans l'esprit même des maîtres verriers, il n'aurait pas été question d'installer ces vitraux-là dans Notre-Dame. La meilleure preuve de cela, c'est que ces vitraux ne sont pas cuits. Le vitrail, très rapidement, on découpe des pièces de verre, on les peint et on les cuit pour que la peinture adhère au verre. C'est une étape absolument indispensable. Et là, ces verrières, alors pour la plupart, certaines l'ont été, mais une grande minorité, la plupart n'ont pas été cuites. Ça veut dire que dans l'esprit même des maîtres verriers, elles étaient dans un état provisoire, et pas dans un état définitif. Alors on l'a dit, cette querelle a duré 30 ans, de 1935 à 1965, Anne-Claire Garbe, mais quel a été le dénouement alors de cette affaire ? Alors, en 1939, donc tout début 39, la Commission des monuments historiques valide le projet. Donc 19 voix pour, 4 contre, voilà, il semble que le projet aurait vu le jour. Ce qui va changer la donne, c'est la Seconde Guerre mondiale. Lorsque les Allemands s'approchent de Paris, l'atelier de Louis Barillet, donc un des 12 maîtres verriers, va être dépêché dans Notre-Dame pour démonter les verrières. Donc il démonte toutes les verrières qui avaient été posées et ces verrières vont être mises en caisse. Alors, les ateliers qui veulent les récupérer viennent les récupérer et pour les autres, eh bien, les caisses restent dans Notre-Dame. Elles sont stockées, notamment dans les tribunes. Et finalement, c'est seulement dans les années 60 qu'un nouveau projet va être commandé. Alors, à Jacques Chevalier, qui était un des 12 ateliers, pour réaliser l'ensemble des vitraux, donc l'ensemble des baies hautes, avec un programme abstrait qui est celui qui a été réalisé et posé. Et concernant les verrières qui, elles, ont été refusées, donc celles qui ont fait l'objet de la querelle, en fait, c'est à l'occasion, en 2015, à l'occasion d'un projet vendéen d'exposer l'une de ces verrières dans le village natal d'un des ateliers, que la DRAC a ressorti ces vitraux des caisses, les a fait reconditionnés, étudiés et a fait le choix de les déposer chez nous pour qu'on puisse justement les valoriser. Et en fait, notre projet d'exposition, il a vu le jour bien avant la querelle actuelle. En fait, on travaille sur cette exposition depuis 2021 et l'exposition aurait eu lieu de toute façon même sans la querelle actuelle. En tout cas, merci à vous Anne-Claire Garbe d'être intervenue sur Sud Radio. Je rappelle que cette exposition a lieu jusqu'au 9 mars à la Cité du Vitrail de Troyes, Notre-Dame. On va continuer d'en parler dans un instant sur Sud Radio. Faut-il faire payer l'entrée de la cathédrale comme le suggère Rachida Dati? On en débat dans un instant avec Julien Lacaze et Didier Richner. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Tous les yeux s'étaient levés vers le haut de l'église. Ce qu'ils voyaient était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale,
il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers avec des tourbillons d'étincelles. Une grande flamme désordonnée et furieuse, dont le vent emportait par moments un lambeau dans la fumée. Et au-dessous de cette flamme, au-dessous de la sombre balustrade à trèfle de braise, 2 gouttières en gueule de monstre vomissaient sans relâche cette pluie ardente qui détachait son ruissellement argenté sur les ténèbres de la façade inférieure. Sylvain Tesson qui lit un extrait de son livre Notre-Dame de Paris, Reine de douleur, paru aux éditions Équateur, André Berkoff. Alors Julien Lacaze, Notre-Dame de Paris a réouvert ses portes au public le 8 décembre dernier, après 5 ans de travaux. Selon vous, ce délai a eu du bon mais aussi du mauvais, m'avez-vous dit. Pour quelle raison? Expliquez-nous. Alors du bon parce qu'il est toujours intéressant de fixer un cap, il ne faut pas que des travaux s'éternisent. Mais ça a eu effectivement du mauvais, puisque les archéologues, et ça a été la grande surprise de ce chantier, ont découvert les fragments du jubé du début du XIIIe siècle, des fragments polychromes. À cette occasion-là. À cette occasion, puisqu'il fallait créer des fondations pour l'échafaudage de 600 tonnes qui a permis de reconstruire la flèche. Et ce jubé, c'est l'un des chefs-d'œuvre en fait de la statuaire du XIIIe siècle. Les archéologues ont utilisé une image, ils ont parlé d'une Joconde en morceaux, en fait, en puzzle. Et là, la grande frustration des archéologues, ça a été de ne pouvoir fouiller que la zone qui était concernée par les fondations de l'échafaudage et pas d'avoir quelques mois de plus pour récupérer l'ensemble des fragments et recomposer le puzzle au complet. C'est-à-dire que ça, c'est très triste puisque on a décidé, et ça, c'est une très bonne décision d'Emmanuel Macron, de créer un musée de l'œuvre, mais on n'a pas tous les éléments, en fait, de ce jubé. Vous voulez dire qu'il y a encore des fouilles à faire, il y a encore des... Oui, mais ça, c'est une opération à cœur ouvert, hein, dans tous les sens du terme. Alors maintenant que c'est sous l'autel, en plus, que sont les autres fragments. Donc avant qu'on réouvre à nouveau le sol de Notre-Dame, à mon avis, il va se passer pas mal de temps. Et ça c'est très triste parce que on est là, le délai devient abusif. C'est-à-dire que si on avait trouvé des choses ordinaires, je dirais, comme on en trouve dans tous les sols d'église, on aurait pu dire on tient le délai. Mais là, c'était exceptionnel. Exactement, c'est la Joconde. Donc là, il faut dire, on rajoute 6 mois, on respecte pas les 5 ans, c'est pas grave, mais on aura un musée de l'œuvre superbe avec des œuvres exceptionnelles. Et oui, Didier Rickner, vous qui avez publié aux belles lettres Notre-Dame, une affaire d'État, vous avez enquêté pendant 4 ans sur la cathédrale incendiée, sur ces travaux de restauration. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce délai de 5 ans? Est-ce que ces travaux ont été trop vite faits, on peut le dire clairement? Alors, je partage grandement l'opinion de Julien Lacaze sur le fait que, oui, donner un cap, c'était possible, mais en raison de ces découvertes archéologiques qu'on n'a pas pu faire, il fallait prolonger un peu. Ça n'aurait pas été gênant de prolonger ou même de rouvrir la cathédrale en continuant les fouilles dans le chœur. C'était faisable, c'était aménageable, on pouvait faire ça. Il faut savoir que du point de vue archéologique également, il y a eu quelques petits scandales, au moins un qu'on a pu identifier. On est allé trop vite, on a cassé une zone archéologique qui n'a pas été fouillée parce qu'on voulait aller trop vite. C'était au moment de Noël, je crois, l'année dernière. Donc tout cela fait qu'on a été trop vite. On a été vite, on a été trop vite. On a beaucoup dépensé, ça a coûté très cher pour aller aussi vite. Donc évidemment, c'est pas grave, c'est l'argent qui a été donné par les donateurs. Les donateurs privés, oui, il faut le dire. Oui. Donateurs privés, il faut le dire. Et ça a rapporté de l'argent à l'État, sachant qu'il y a eu assez peu de déductions fiscales et que la TVA, le système de TVA, fait que l'État a gagné sur la restauration, alors que normalement, c'est l'État qui aurait dû payer la restauration. Ouais. On l'entend quand même, le président de la République, tout le monde dire c'est formidable, on a été extraordinaire, c'est quand même payé par la générosité publique. Ouais. En tout cas, ça a été fait, c'est bien. Oui, mais voilà. Mais est-ce que ça n'a pas été fait trop vite? Si, peut-être un peu, parce que ça a coûté très cher. Et deuxièmement, ce que je n'espère pas, mais certaines personnes, en tout cas, il y a des rumeurs qui courent, je ne vais pas dire sur quoi, parce que je n'aime pas faire courir des rumeurs, mais on peut se poser la question, quand on va très vite, de temps en temps, on peut s'apercevoir qu'on est allé trop vite et qu'il y a peut-être des choses qui plus tard, montreront qu'on aurait peut-être pu prendre un peu plus le temps. Donc, dire 5 ans, c'était bien, mais qu'est-ce qui empêchait, au bout de 5 ans, de dire on va peut-être aller un peu plus loin? On aurait pu le faire. Et sauf que Didier Rickner, on aurait pu aller peut-être à chaque fois découvrir d'autres choses en disant allez, encore 6 mois et encore 6 mois. C'est possible aussi. Non, mais là, on parle du jubé. De toute façon, sous le chœur, on aurait trouvé le jubé. On pouvait fouiller le chœur au moins. Et Julien Lacaze a parlé d'une chose très importante. Il a parlé de l'Hôtel-Dieu, du musée de l'œuvre Notre-Dame. Alors ça, effectivement, on ne peut que féliciter Emmanuel Macron d'avoir décidé ça. Sauf qu'il n'a rien décidé du tout, en fait, puisqu'il en a parlé il y a 1 an et depuis, plus rien. Il y a eu un rapport. Ah bah oui, il y a eu un rapport remis par Charles Personnat
sur ce musée. Mais pour le moment, tout est à l'arrêt. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décision officielle, il n'y a pas de financement, il n'y a rien. C'est-à-dire que la bonne décision qu'a prise Emmanuel Macron, on ne sait pas du tout s'il va la tenir. Oui. Moi, j'aimerais, avant de conclure cette émission, j'aimerais savoir, êtes-vous pour ou contre la proposition de Rachida Dati? Elle propose de faire payer 5 € l'entrée de Notre-Dame. Cela permettrait de financer un grand plan de sauvegarde du patrimoine religieux. Julien Lacaze. Alors j'ai évolué sur cette question, j'étais contre au début, maintenant je suis plutôt pour. C'est le modèle du Centre des monuments nationaux qui est de faire payer l'entrée de quelques monuments qui vont être très attractifs pour le grand public, par exemple l'Arc de Triomphe, le Panthéon, qui permet par un mécanisme de péréquation de financer des petits sites ruraux, des châteaux. J'ai visité le château de Villeneuve-Lambron au fin fond de l'Auvergne cet été, c'est absolument magique. Et se dire que voilà, c'est le billet de la visite. Effectivement. Exactement. La résurrection. Julien Rickner. Didier Rickner, pardon. Alors un point de désaccord, c'est rare avec Julien Rickner. Je suis absolument opposé à cette idée pour plusieurs raisons. Bien que n'étant pas pratiquant, je pense que les églises doivent être ouvertes à tous. Deuxièmement, 5 € aujourd'hui, demain ça sera 10, 15, 20, je ne sais pas jusqu'où on ira. Ensuite, quand on voit comment ça se passe dans les autres pays, ça veut dire qu'il y a des parties du monument qui sont inaccessibles aux fidèles, il y en a qui sont inaccessibles aux visiteurs. Quant à la redistribution, je n'y crois pas beaucoup. Non, je suis contre cette idée, vraiment. Et en plus, c'est impossible. On l'a déjà expliqué, c'est la loi de 1905 qui l'interdit. Je ne vois pas demain comment on va revenir sur cette loi qui a été un peu discutée dans la douleur. Mais n'oubliez jamais, Didier Rickner, qu'il est avec le ciel des accommodements. Julien Lacaze et Didier Rickner, merci d'être venus sur Sud Radio. Tout de suite, chers auditeurs, vous retrouvez Brigitte Lahaie.